Donc comment permettre le développement de ces compétences? Vous l'avez compris. En laissant les enfants passer l'aspirateur. Non, je blague, mais en leur permettant de faire toutes ces activités challengeantes qui sollicitent ces compétences exécutives de concert vers un objectif clair et qui fait sens. Et en fait, ça, en général, ce sont les activités pratiques quotidiennes, culturelles. Et ça a l'air simple comme ça, mais comme toutes les choses très évidentes, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand l'enfant commence à vouloir faire seul, pour nous commence un travail redoutable de lâcher prise. Ça nous demande d'être présent dans la mesure qui est nécessaire sans interférer. Et c'est très difficile, très très difficile. Mais ça s'apprend. Par l'attention partagée aussi, en retrouvant cette attention partagée qui manque aux enfants mais qui nous manque aussi à nous. Parce que je pense que si vous faites ce métier-là, c'est parce que vous aimez ce moment-là. Vous aimez partager ça avec les enfants. Et en retrouvant cette attention partagée avec les enfants, eh bien vous allez enfin pouvoir développer l'expertise qui est là en vous et que vous voulez développer. C'est-à-dire apporter l'étayage adapté. L'enfant vous enverra des signaux pour vous faire comprendre si là c'était trop ou là c'était pas assez. Et ça va vous permettre de développer ça. Une analyse de données a montré qu'en fait, qu'il cherchait à comprendre un petit peu quelles pouvaient être les situations, comment vivaient les enfants dans différentes familles, dans tout le spectre socio-économique. Donc une analyse de données sur la vie des enfants dans leur foyer quand ils sont petits. Et il se trouve que cette étude, qui n'était pas faite pour ça au départ, les données ont été récupérées par une chercheuse qui s'appelle Marty Rossmann et qui a voulu regarder ce que donnait l'impact des enfants qui étaient impliqués tout de suite, très jeunes, dans les tâches ménagères. Et elle s'est aperçue qu'à 30 ans, ces enfants-là, ces personnes-là, qui avaient une maîtrise d'eux-mêmes plus développée, un sens des responsabilités plus développé, une autonomie plus développée, de meilleures relations sociales, de meilleures performances académiques et étaient plus indépendants financièrement. Là, on parle d'enfants qui ont commencé dès 3 ans. Ceux qui ont commencé plus tard, dans l'analyse des données, ceux qui ont commencé plus tard à l'adolescence n'avaient pas ces résultats. Et en même temps, c'est normal. C'est parce qu'ils étaient à 3 ans en pleine période de construction des fonctions exécutives. Voilà ce qu'il demande. Comment créer un environnement de classe propice au développement de ses compétences? Il y a beaucoup de choses à dire.
je vais vous dire aujourd'hui ce qui me paraît le plus essentiel. Mais il y aura d'autres choses qui s'ajouteront au fur et à mesure, d'accord? Donc évidemment, favoriser l'autonomie au sein d'une classe, ça va de toute façon favoriser le développement de ces compétences-là. Si l'enseignant met en place l'autonomie avec l'objectif que ce soit une autonomie constructive et créatrice justement de ces compétences-là. C'est pas juste, parce que vraiment ça c'est quelque chose que je peux observer. C'est comme, peut-être aussi parce que quand on parle d'autonomie, c'est difficile d'être clair, on peut vite y avoir une confusion. Avoir une classe basée sur l'autonomie de l'enfant, c'est pas juste une classe où les enfants sont autonomes, c'est-à-dire où ils font des activités seuls, dans un calme relatif, où l'adulte, voilà. Ça, c'est une classe où effectivement les enfants réussissent à faire des activités autonomes. Ok, c'est cool. Mais ce n'est pas la même chose qu'une classe où les enfants sont autonomes. Ça veut dire qu'une classe où les enfants sont autonomes, c'est qu'il y a, admettons, un mélange des âges, un petit qui a un problème, et un grand ou deux grands trouvent la solution sans même venir vous chercher. Et une solution intelligente, peut-être à laquelle vous n'auriez pas pensé. Et ils réussissent à apaiser l'enfant et à trouver la réponse à son problème. Ça, c'est une classe où les enfants sont autonomes. Ça, c'est une classe où les enfants ont développé de bonnes fonctions exécutives. Il ne faut juste pas qu'on se méprenne, qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire. Il y a les ateliers autonomes, c'est une chose, et ça participe à l'autonomie. Mais si s'arrêter là, c'est beaucoup trop superficiel. Ce n'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Donc, créer une classe où on travaille sur cette autonomie-là, intellectuelle, sur l'indépendance, l'esprit critique, la confiance en soi, eh bien ça va développer les fonctions exécutives. C'est une classe où on va inviter l'enfant, on va l'aider, on va le guider, on va le coacher si c'est nécessaire pour qu'il réussisse à trouver des activités qui font sens pour lui. Et au début, je vous le dis, ça va être difficile. Il y a une question qui revient souvent et je suis sûre qu'on va me la poser aujourd'hui, c'est « Mais je fais quoi avec cet enfant qui erre, qui ne sait pas quoi faire ?» Qui a cette question à me poser ? Eh bien, vous continuez avec ces enfants-là. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas l'avoir parce qu'il faut connaître l'enfant et il faut connaître ce que vous proposez. Parce que parfois, les enfants errent, effectivement, parce qu'ils ne savent, ils n'ont plus très envie de faire les choses par eux-mêmes. Ça, c'est une possibilité. Il faut savoir le reconnaître, le détecter. Donc là, il faut aller chercher, réveiller l'intelligence, comme chez ce petit Zacharia. Et puis, ça peut être aussi que peut-être que l'environnement qui est proposé n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment challengeant pour l'enfant. Mais ça, ce n'est pas de votre faute non plus. Parce qu'il se trouve que demander, contraindre le développement de l'extraordinaire et sophistiquée intelligence humaine, demander son déploiement dans une salle de 50 mètres carrés, sans lien avec la nature, sans lien avec la société, c'est déjà nous mettre une sacrée contrainte. Et c'est sûr, c'est évident qu'à un moment donné, les enfants, ça va pas être suffisant l'espace de la classe. Ça ne va pas être suffisant. Donc il faut aussi travailler avec cette contrainte-là. Il y a des enfants qui vont nous pousser à repousser les limites de l'école. Ok, là, l'espace de la classe ne suffit pas. Je fais comment ? Parce que je ne vais pas le laisser errer dans la classe comme ça. Ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il est plus pertinent qu'on en parle plus tard. Les seules billes que je peux vous donner, c'est qu'avec ces enfants-là, il faut continuer votre travail de discrimination. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui interfère ? Pourquoi il n'arrive pas à choisir son activité ? Est-ce un problème de difficulté à faire des choix ? À ce moment-là, on travaille, on est là, on l'aide, on lui propose des choses, on réveille son intelligence avec toute la créativité dont vous faites preuve. Quand je dis créativité, c'est
la flexibilité et les réponses appropriées que vous allez apporter. Soit c'est parce qu'effectivement cet enfant a déjà tout ça en place, mais il y a quelque chose dans l'environnement qui ne l'attire pas. Il manque quelque chose. Et là, il faut aller chercher avec lui et apporter la chose. Et en général, ces enfants-là, qu'on se le dise, ils nous embêtent aussi. Ils nous embêtent parce qu'on a notre fonctionnement basé sur les plateaux autonomes qui fonctionnent bien. On a réussi à occuper à peu près tous les enfants. Mais celui-là, il est en train de nous montrer quelque chose qui ne va pas. Il est en train de nous dire, ton système, là, il est bien sympa, mais il n'est pas tout à fait... il manque quelque chose quand même. Et c'est très désagréable. C'est très désagréable parce qu'on y a passé du temps à installer ce fonctionnement. On se dit que là, enfin, après tout l'investissement personnel, financier, de temps et intellectuel que vous avez investi, c'est difficile d'avoir ce retour, ce feedback qui vous dit c'est encore pas assez. Comment ça, c'est encore pas assez? Oui, ben c'est encore pas assez. Donc il est désagréable, mais il va, si on réussit, et c'est pas facile, hein, si on réussit à se dire ok, je te suis, vers quoi m'amènes-tu? Et qu'on le fait avec discernement et empathie, peut-être que cet enfant, la problématique individuelle de cet enfant va nous amener à un niveau encore plus intéressant d'expertise pédagogique et de réponse pédagogique pour l'ensemble de la classe. Je trouve que ces sujets-là aussi, c'est intéressant quand on ne sait plus quoi faire avec un enfant qui n'arrive pas à entrer dans une activité engagée, constructrice. C'est intéressant de le travailler en équipe. Ne restez pas isolé tout seul avec ces sujets-là. Parce qu'on peut vite se sentir démuni, parce que comme on est tout seul dans la classe, on peut le prendre comme « ok, je ne suis pas à la hauteur, j'y arrive pas ». C'est pas vrai. D'abord, vous êtes largement à la hauteur parce que vous avez envie. Vous avez envie d'aider cet enfant, donc vous êtes à la hauteur. Mais ensuite, c'est bien d'être entouré d'autres personnes qui vont vous donner un avis extérieur où il n'y a pas il y a une mise à distance, il y a peut-être un petit peu de hauteur de vue dont on n'est plus capable quand on est dans la relation avec l'enfant aussi. Donc peut-être la piste que je vous donnerai seulement aujourd'hui, c'est ça, d'aller en discuter aussi avec les équipes, avec votre équipe. Donc le choix de l'activité, ça va être important parce qu'on va travailler là le développement des fonctions exécutives. Il faut que les enfants puissent être capables de se fixer des objectifs. S'ils ne sont pas capables de se fixer des objectifs, on ne peut pas travailler les compétences exécutives. L'intelligence ne sera pas dirigée vers un but. Donc ce n'est pas superficiel de passer du temps, ce n'est pas perdre du temps que de passer du temps à reconnecter les enfants à cette capacité à faire des choix. C'est un investissement de temps qui sera vraiment important par la suite et libérateur pour tous. Ensuite, puisqu'il y a l'autonomie, lorsque l'enfant aura choisi son activité, eh bien, il va y avoir après l'installation. Mais l'installation du tapis, c'est déjà une activité en soi. Installer un tapis, ça veut dire aller chercher le tapis, le placer dans un endroit où il ne va pas encombrer, gêner ses camarades. Il faut réfléchir un petit peu. Et si jamais le tapis est placé à un endroit où ça gêne le passage, où ça gêne les camarades, il faut réajuster sa stratégie. Pour un enfant de 5 ans, ce n'est pas très challengeant tout ça. Mais pour un petit de 2 ans et demi, 3 ans, si, c'est déjà un objectif. Donc, installation du tapis, rangement du tapis. Rangement du tapis. C'est encore autre chose. Il faut le rouler, il faut qu'il soit bien roulé, il faut le remettre dans sa caisse. Et en plus, après, il faut aller ranger l'activité. Tout ça, ce sont des petits objectifs pratiques qui, au quotidien, vraiment sollicitent constamment, plusieurs fois par jour, l'intelligence exécutive des enfants. Mais ce n'est pas seulement le tapis, c'est aussi la chaise. Leur rappeler que quand ils prennent l'activité, ce n'est pas je fais mon activité, je me lève, je la range, et si elle est bien rangée, j'ai terminé. Non, et la chaise? Il faut la ranger. Et il ne faut pas la ranger comme ça. Parce qu'à 25 et 30, on va juste devenir dingue, en fait. Donc, c'est aussi jusque-là, cette attention dans ce geste aussi simple que ça. L'enfant se recentre, attention partagée sur la chaise. Ok, on place les 2 mains, on le verra tout à l'heure, ça. C'est une activité en soi.
Et au début, quand on installe un fonctionnement, ça ne va être quasiment que ça. Et c'est le militaire. On le fait avec douceur, empathie, mais on est ferme. Il faut atteindre ce niveau-là d'autonomie. Si on n'atteint pas ce niveau élémentaire d'autonomie, on ne peut pas espérer que les enfants aient une autonomie intellectuelle plus tard. Il faut déjà cette première base. Ensuite, l'entraide. Quand on a un fonctionnement de classe basé sur l'autonomie, les enfants, ils sont entre eux aussi, quand vous êtes avec un camarade. Et donc, ils vont prendre l'habitude, parce que vous allez induire ça chez eux aussi, ça ne se fait pas naturellement, forcément, vous allez leur donner des billes pour qu'ils puissent s'entraider pour qu'ils puissent s'entraider tout simplement, sans vous solliciter. Rangement de la classe, parce qu'effectivement, quand la journée vient de se passer, surtout quand il y a des petits, il y a des choses à ranger. Donc ça aussi, c'est à un moment donné, les enfants prennent ça en charge. Parce que, comme je l'ai dit hier, il est important d'insuffler dans la classe que on n'est pas juste, ce ne sont pas des enfants qui viennent prendre des choses, apprendre des choses et repartent chez eux. Non, on est là, une petite communauté ensemble, dans l'espace de la journée, de l'année. Et quand quelqu'un a un souci, un enfant a un souci, on l'entraide, parce qu'il fait partie de la petite famille qu'on s'est construite, et que si lui a un problème, on a tous un petit problème là. Et pareil, quand on a terminé les activités, avant de partir faire quelque chose, c'est tout le monde qui range. Parce que c'est la classe de l'enfant. C'est leur classe. Mais pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenance, il faut aussi qu'elle soit belle, la classe. Qu'elle soit la leur, qu'ils en prennent soin, qu'ils ne viennent pas avec leurs chaussures toutes crasseuses, là. C'est un endroit protégé. La gestion des conflits aussi, il y a l'entraide et puis il y a les moments où ils vont avoir envie de se jeter quelque chose à la figure. Ça va arriver tout le temps au début. Et c'est génial. Parce que c'est comme à chaque fois que des enfants commencent un enfant passe dans la classe et traverse la classe et marche sur le tapis d'un copain qui était en train de faire une belle élaboration architecturale avec des pièces de je ne sais quoi. Ça faisait un moment qu'il était dessus et le copain passe avec son plateau, il n'a pas vu, paf, il marche sur le tapis, il y a tout qui tombe. Il y a de quoi être énervé. Et même s'il a un bon contrôle inhibiteur, ça peut être difficile. Et à ce moment-là, c'est comme l'histoire de la chaise. La chaise qui n'est pas rangée, on se dit, ok, super situation d'apprentissage, là, extrêmement bon prétexte pour le soutenir ses fonctions exécutives et l'aider à prendre sa chaise et à lui monter. Voilà, on soutient les fonctions exécutives, c'est un beau prétexte. Là, des enfants qui se disputent, formidable prétexte. On va pouvoir les aider en réalisant un étayage, ils appelaient ça échafaudage en anglais, scaffolding. On va pouvoir les aider à faire en sorte de, dans le désaccord, dans le conflit, dans la colère, rester quand même en lien. Rester en lien. Ne pas couper ce lien. Ne pas commencer à s'insulter, à se taper, à se juger. Comment on reste en lien, même si vraiment tu m'as fait mal. Même si vraiment tu m'as blessé, tu m'as embêté, tu m'as molesté. Il s'agit déjà simplement de permettre à l'enfant qui a été embêté, qui n'est pas bien là, de pouvoir exprimer à l'autre avec l'émotion qu'il a. Juste de pouvoir amener son copain, dire attends, il a quelque chose à te dire là. Et on va l'aider à mettre un mot sur ce qu'il ressent. Je suis en colère parce que ça fait 1 heure que je suis en train de faire cette activité et que tu es passé sur mon tapis et tu as tout fait tomber. L'autre en face, on ne lui demande rien. On ne lui demande surtout pas de dire pardon. C'est un mot tellement fort qu'on finit par demander aux enfants de dire pour rien. Et ils ne le pensent même pas. Non. L'intégrité, elle doit être là aussi. On doit l'exiger chez les enfants. On ne va pas leur demander de dire quelque chose auquel ils ne croient pas. En revanche, leur demander juste d'être présent et d'écouter ce que l'autre a à dire. On leur demande juste ça. Et ils le font très facilement parce que les enfants sont capables de beaucoup d'empathie. Eh bien, le pardon, je peux vous assurer qu'il vient tout seul. Et il n'a même pas besoin d'être prononcé. On le sent dans les yeux qu'ils sont désolés. Et ça suffit.
Bon, parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste connecté 2 personnes. On les a reconnectées. C'est l'essentiel. Et du coup, on aide quand même. On dit au petit qui a été un petit peu embêté là, avec son histoire de construction, on lui dit maintenant qu'est-ce qu'il pourrait faire. Maintenant, tu vas essayer de lui dire ce qu'il pourrait faire ou pas pour que tu ailles mieux, pour réparer quelque part. Et donc là, ça peut être, rien, je vais recommencer. Ok, très bien. Et l'autre part à faire ses affaires et l'autre continue. Ou ça peut être, j'aimerais que tu fasses attention maintenant où tu regardes quand tu marches. Ok, c'est dit. Ou ça peut être, j'aimerais que tu m'aides à reconstruire. Et du coup, en accompagnant ça, mais vraiment, c'est comme l'enfant dans le couloir. Là, je m'arrêtais. Ou c'est comme l'enfant qui essayait de parler et qui n'y arrivait pas. Je m'arrêtais. Là, c'est encore un combat à mener. C'est encore un essentiel. On s'arrête. Et on amène cet étayage, cette structure porteuse pour qu'à un moment donné, ils puissent le faire tout seuls. Et il se trouve que quand les enfants font ça, ils développent de manière extrêmement puissante leur fonction exécutive. Parce qu'ils doivent contrôler une émotion intense. Pendant qu'ils contrôlent cette émotion-là, ils doivent aller chercher en eux-mêmes ce que c'est, l'émotion. Donc aller chercher le langage, le mot. Ensuite, trouver les bons mots pour s'exprimer aux camarades. Ils doivent, en fait, pour réussir à rester en lien et exprimer leurs pensées, ils doivent faire travailler de concert leur mémoire de travail, leur contrôle inhibiteur et leur flexibilité cognitive. Si jamais l'enfant en face fait une réponse qui n'était pas attendue, il va falloir qu'il discute. Mais à la fin, il doit y avoir une situation apaisée. Même si chacun repart de son côté, pour le moment. Donc ce sont des situations vraiment importantes. Exercice du contrôle inhibiteur. Parce que quand les enfants sont autonomes, vous allez voir tout plein de situations qui vont leur permettre d'exercer leur contrôle inhibiteur en continu. D'abord parce qu'ils doivent marcher doucement, parce qu'il y a des tapis au sol, parce qu'il ne faut pas déranger les camarades, parce que si tout le monde se met à courir en autonomie, ça va juste être ingérable. Ils vont devoir éviter les tapis. C'est des choses toutes bêtes, mais ça marche bien. Ne pas casser le matériel cassable. Si vous voulez instaurer l'autonomie de l'enfant, je comprends tout à fait. Je discutais avec une enseignante extraordinaire qui me racontait il y a 15 jours, moi je ne peux plus mettre de matériel cassable dans ma classe parce qu'il le casse, logique. Et c'est moi qui le paye avec mes finances. Donc elle me dit, du coup, je dois mettre du matériel en plastique parce que mais on se retrouve dans des conflits quand même qui ne devraient même pas exister. C'est terrible ça. Peut-être demander aux parents. Ils doivent bien avoir des assiettes dont ils ne se servent plus, au lieu de les mettre en brocante, qui nous les laissent. Et surtout qu'au début, les enfants, oui, vont casser. Oui, ça va casser. Quand on démarre un fonctionnement comme ça, les premières semaines, les 3-4 premières semaines, ça casse. Mais ça ne casse pas beaucoup. Parce que quand quelque chose tombe dans la casse, si, chez vous, oui ? Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que c'est tellement frappant pour tout le monde, quand quelque chose en verre casse, ça saisit tout le groupe et on a donné le ton. Ok, dans cette classe, on vous prend au sérieux. Dans cette classe, le matériel, c'est du vrai matériel. Ok, information entendue. Alors, après, il y aura des ajustements. Certains enfants vont casser, non pas parce qu'ils ne feront plus attention, mais parce qu'ils doivent ajuster leurs gestes. Mais après, il n'y a pas tant de casse que ça. Parler bas. Le fait de demander aux enfants de parler bas, ça travaille leur contrôle inhibiteur. Parce que naturellement, là, ils ont envie de parler fort. Moi, j'avais une petite technique, vous l'avez peut-être aussi, je disais, au lieu de dire parle bas, je disais, n'oublie pas de parler avec la voix des secrets. Ça, ils comprennent bien. Une situation géniale, un peu douloureuse au début pour les enfants, qui peut être aussi drôle, mais géniale. Ils doivent attendre que l'adulte soit disponible. Et ça, vous pouvez en jouer. C'est-à-dire que
ils sont dans le fonctionnement autonome, vous êtes avec un enfant. Alors au début c'est compliqué, les premières étapes, mais à un moment donné, quand il y a quand même un bon niveau de stabilisation de l'autonomie, vous êtes avec un enfant et vous pouvez leur expliquer que, eh bien, quand vous êtes avec un enfant, comme quand vous êtes avec eux, pour l'expliquer en regroupement ça, eh bien vous êtes totalement avec cet enfant-là. Et vous voulez aller au bout de votre objectif. Quand eux ont un objectif, vous ne les embêtez pas. Vous avez le vôtre avec cet enfant et vous ne voulez pas être dérangé. Donc, ce que vous proposez aux enfants, c'est qu'ils placent la main sur votre épaule, par exemple, quand ils ont vraiment quelque chose à vous dire. Et vous leur expliquez que vous vous retournerez, ils mettent la main sur l'épaule, et vous leur dites que lorsque vous serez disponible, que vous aurez terminé avec cet enfant-là, alors vous vous retournerez, et là, vous serez toute disponible, ou tout disponible, si vous êtes un homme, pour cet enfant. Les enfants ne comprennent pas trop, ils comprennent bien cette situation avec une scénette. C'est-à-dire que vous êtes en regroupement, vous demandez à un enfant de faire l'enfant, c'est facile pour lui. Vous faites l'enfant, vous faites comme si vous faisiez une activité devant tout le groupe classe, et puis vous demandez à un autre enfant de venir mettre la main sur vous et d'attendre. Et donc un autre enfant devant toute la classe, un autre enfant vient mettre la main, et puis il rigole un petit peu, il met sa main comme ça, et puis vous êtes très concentré sur votre tâche, faire comprendre à tout le groupe classe que là, alors vous faites semblant, vous faites du théâtre évidemment, alors tu vois, là je suis en train de faire cette activité, ça y est, tu as compris, ok, très bien, nous avons terminé l'activité, très bien, on fait durer un petit peu, et on dit, bon très bien, tu peux ranger ta chaise, voilà, tu ranges l'activité, l'autre toujours avec la main sur l'épaule, et puis il repart, il dit, ok, alors, qu'est-ce que tu voulais? Et là, tout le monde a vu. Ils ont compris que ça pouvait être long, mais que vous allez le faire. Et comme en général, ce que vous dites, vous le faites, parce que vous êtes exemplaire, et bien ils font. Mais du coup, attendez, c'est quand même extraordinaire, c'est que quand vous faites ça, mais vous rendez un service extraordinaire à ces enfants, c'est qu'ils mettent la main sur votre épaule. Ils vont le faire du coup. Ils attendent, ils respectent ça. Ils attendent. Ils doivent mémoriser ce pourquoi ils étaient venus. Et au début, vous allez avoir des fous rires. Moi, j'en ai eu quelques-uns comme ça, où vous restez là, vous savez qu'il arrive partout, vous savez qu'il galère là derrière, là, il a du mal. Mais vous le laissez avec bienveillance, vous savez que c'est bon pour lui, là, ce petit moment de confusion. Et vous êtes avec cet enfant-là, quelque part, là, vous êtes en activité avec cet enfant, mais quelque part, l'activité la plus importante que vous êtes en train de faire, peut-être, c'est pas pour celui avec lequel vous êtes en train de travailler, c'est l'autre qui est derrière. L'autre ou les 3-4 autres. On est d'accord, parfois, il y a plusieurs mains. Et vous les laissez là. Et quand vous vous retournez, au bout de 5 minutes, et vous le regardez et dites, alors William, qu'est-ce que tu voulais? Et là, on sent, mais vraiment, il est dévasté. Il a attendu 5 minutes, il ne sait même plus pourquoi. Et on lui dit, mais tu vois, la prochaine fois, quand tu seras avec la main sur mon épaule, il faudra que tu essaies de te souvenir. Pourquoi? C'est drôle, mais c'est extrêmement efficace pour la mémoire de travail. Extrêmement efficace. Plus que n'importe quelle application qu'on vous vendra. Et pas seulement. C'est-à-dire qu'en plus, ils doivent faire preuve de contrôle inhibiteur. Ils savent qu'ils n'ont pas une bonne mémoire. Donc ils veulent vous le dire tout de suite. Donc ils doivent se contrôler. Et dernière chose, quand ils n'arrivent ni à se contrôler ou qu'ils en ont marre d'attendre, qu'est-ce qu'ils font? Et bien là, ils font enfin preuve de flexibilité cognitive. Ils se disent, ok, là, elle ne va pas m'apporter ma réponse tout de suite, et j'en ai un peu marre d'attendre. Donc, je vais trouver une solution par moi-même. Réajustement de la stratégie, flexibilité cognitive. C'est extrêmement puissant, ce truc-là. Hein. Et la même chose quand ils doivent attendre leur tour à l'évier. C'est pareil, quand il y a une grande queue là, à l'évier et que ça commence à se chamailler, parce qu'il y en a un qui double. Situation parfaite. Ce n'est pas une situation qui nous encombre, ce n'est pas une situation
dont il faut se débarrasser rapidement parce que... non. Là, il y a un apprentissage fondamental qui va être réalisé. Vous allez venir faire l'étayage que vous avez fait avec cet enfant qui était en train d'avoir un conflit. Vous allez venir vous mettre au niveau de l'enfant et lui dire « Ok, alors là, je comprends que c'est très long. Il y a 1, 2, 3, 4 enfants devant toi. Oui, c'est long. C'est long. Donc, et vous aider avec le vocabulaire que vous avez, les ressources que vous avez à ce moment-là, pour l'aider à patienter. Pour lui poser des mots avec lui sur sa difficulté à attendre et lui proposer des pistes qui permettent d'atténuer cette attente. Donc tu vois, là, tu peux regarder, il est en train de faire ça, regarde ce qu'il fait. Ça te permet de voir où il en est. Et puis un tel. Et peut-être que tu peux réfléchir aussi à ce que tu vas faire après. Vous trouvez ce que vous pouvez, mais il faut leur donner des billes pour avoir un meilleur contrôle inhibiteur. C'est ce qui fait la différence entre les enfants qui ont un bon contrôle inhibiteur et les autres, c'est que les parents fournissent cet étayage-là. Par des interactions. On revient à ce matin. C'est la même. Quand les enseignants, les parents donnent des interactions de qualité, ils aident aussi au développement du contrôle inhibiteur. Donc voici le matériel qui casse. Effectivement, les enfants, a priori, ils font plutôt ça. Et on les accompagne pour faire ça. Il y a de l'eau qui mouille. Mais c'est pareil. Quand les enfants se versent la moitié du verre sur le pantalon, ça fait un effet. Ok, il va falloir ajuster les gestes. Quand on est dans un fonctionnement basé sur l'autonomie de l'enfant, il y a tous ces gestes de l'autonomie. Donc je disais, dérouler son tapis, rouler son tapis, apprendre à ouvrir une porte, essentiel. À apprendre, quand ils vont aux toilettes, ouvrir la porte et la refermer sans la claquer. Alors d'ailleurs, une petite technique, là je viens de vous dire la refermer sans la claquer. En fait, avec les enfants, il faudrait éviter de dire ça parce que quand on dit la refermer sans la claquer, ils entendent claquer. Et quand ils sont petits, il faut être capable de faire preuve de contrôle inhibiteur pour comprendre cette phrase. Il faut qu'ils disent « Ok, claquer, mais pas claquer ». Donc, pas claquer. Et le plus simple pour eux, c'est de leur donner le terme juste. Donc, fermer la porte doucement. C'est plus facile pour eux. Parfois, on leur induit nous-mêmes le comportement qu'on veut voir disparaître. Se moucher, leur apprendre à se moucher. Prendre le temps de ça. Où est-ce que l'on jette le mouchoir? Avoir une petite boîte de mouchoirs dans la classe, à leur disposition. Inviter les grands aussi quand ils voient un petit avec le nez qui coule, dire voilà, quand les petits ont le nez qui coule, vous avez les mouchoirs, les enfants, n'hésitez pas à leur apporter, leur dire, les amener jusque la petite boîte à mouchoirs. La collectivité prend soin de tout le monde. Donc les enfants qui sont pas, qui ont quelque chose qui ne va pas, un petit souci émotionnel, un petit problème de conflit, ils sont un petit peu fatigués, fiévreux, on parle avec eux et on les aide à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, parce que ça, il a été montré que quand on fait ça, quand on apporte cette interaction porteuse, donc cet échafaudage, c'est un terme vraiment concept utilisé en anglais pour parler de ce genre de choses. Quand on apporte cela, eh bien, ça structure véritablement et ça développe les fonctions exécutives. Donc finalement, dans ce que je vous dis, il y a deux façons un petit peu de nourrir les fonctions exécutives. Ça va être par des activités dont on a parlé, mais aussi par toutes ces interactions qui accompagnent progressivement vers plus d'autonomie, pas seulement motrice et pratique, mais l'autonomie cognitive, relationnelle. Comment je reste en lien, en conflit? Quand je ne suis pas bien, qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux? C'est aussi important que savoir mettre sa chaussure. Et ça développe les fonctions exécutives. Attendre que les enfants aient développé de bonnes compétences exécutives avant de chercher à leur transmettre les fondamentaux. Je l'ai fait à Gennevilliers. Je l'ai fait, j'apporte une nuance quand même parce que... Ok, il y a une petite fille dans la classe, on va commencer par ça, une petite fille parce qu'on avait fait
pré-tests et des post-tests. Le pré-test, c'est des dimensions cognitives qui avaient été testées avant l'intervention, donc avant l'expérience, enfin, au tout début de l'expérience. Et ensuite, une année, enfin pas une année, c'était la fin de l'année, donc c'était 7 mois après, on a testé à nouveau les mêmes compétences chez les enfants. Et à chaque fois, il y avait un étalon, une norme, par rapport, vous savez, c'est comme sur les carnets de santé. Les enfants, on est capable de dire par rapport à leur poids et leur taille, où ils en sont en mois de développement par rapport à la norme. On peut les situer sur une courbe. Eh bien, avec ces tests-là, on pouvait le faire sur la mémoire de travail, par exemple, sur le vocabulaire, la conscience numérique, etc. Et les enfants étaient très, très en retard. Et surtout au niveau de la mémoire de travail, ils avaient à peu près, ils avaient au moins tous plusieurs mois, mais en général plutôt 1 an, voire 2 ans de retard à 4 ans. Et on sait, la recherche, la littérature le montre bien, quand il y a ce retard-là, on ne le rattrape pas. Et l'école ne permet pas de le rattraper. Souvent, ça augmente. L'écart négatif à la norme augmente. Le fossé se creuse. Donc, je pense à une petite fille qui avait une mémoire de travail vraiment... C'était très, très compliqué. C'était 1 an et demi ou 2 ans de retard. Mais malgré tout, comme il y avait ces attendus, ces attentes autour de cette expérience, et puis moi j'étais beaucoup surveillée, je voulais quand même transmettre ces fondamentaux. Donc cette petite fille, elle avait déjà 2 ans de maternelle, même si c'était la première année qu'elle était avec moi. Et j'ai quand même poussé un petit peu. C'est qu'elle ne connaissait pas ces lettres. J'essayais au moins de lui donner le son des lettres. Elle n'arrivait pas à compter jusqu'à 3-4. Donc j'essayais au moins la comptine numérique, ce que vous appelez la litanie, c'est ça ? Au moins ça. Donc, mais je voyais bien qu'elle avait envie de me faire plaisir. D'abord là, il commençait à y avoir quelque chose de biaisé. Et de toute façon, elle n'y arrivait pas. Donc elle commençait à se dire, j'ai vu dans son regard, elle commençait à se dire qu'elle n'était pas capable. Donc là, je dis, ok, très bien, on va arrêter. En plus, elle a raison, pour l'instant, elle n'est pas capable. Mais c'est pour l'instant. Donc on va travailler sur les ressources cognitives qui vont lui permettre d'être capable de faire ça. Et donc cette petite fille, et comme la plupart d'entre eux, mais je pense à elle parce que vraiment, ça a été, elle est passée d'un extrême à l'autre. C'est une famille en plus avec beaucoup d'enfants et tous en échec avéré. Et elle avait l'air de suivre ce chemin-là. Et donc je l'accompagne pour que dans la classe, elle passe son temps dans des activités challengeantes qui activent en même temps les 3 fonctions exécutives et qui l'engagent dans des objectifs clairs et qui fassent sens. C'est-à-dire, par exemple, aider les petits quand ils s'habillent, quand ils rentrent de la sieste, etc. Chose toute simple. En plus, elle adorait faire ça, donc elle allait aider les petits. Elle faisait beaucoup de peinture. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'encourageais beaucoup à faire de la peinture, et puis elle aimait ça. Parce que pour moi, c'était un prétexte. À ce moment-là, je n'avais mis que quelques... il y avait un petit pot de peinture rouge, jaune et bleu, différentes couleurs, avec un pinceau pour chaque petit pot. Et bien sûr, elle appréciait peindre ce qu'elle souhaitait peindre. Mais pour moi, l'objectif, ce n'était pas celui-là. C'est que ce qu'il y avait derrière, c'est qu'elle devait, et comme tant d'autres enfants, ils sont tous passés par là au début, avec cette activité de peinture, ils doivent mémoriser toutes les actions qui sont nécessaires pour peindre et qu'à la fin, tout soit propre. Ça veut dire, nous, on avait un petit chevalet avec une corde comme ça et des petites pinces à linge. Ils devaient prendre la feuille, l'accrocher en la tenant, ce qui n'est déjà pas évident. Quand ils sont petits, même à 4 ans, ce n'est pas évident. Ils devaient l'accrocher. Ensuite, donc, faire leur peinture. Ça, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, là commence l'aventure. Ils doivent décrocher donc leur peinture sans s'en mettre partout. Ils avaient un petit tablier, mais quand même, sans s'en mettre partout. Ensuite, ils doivent aller poser. Et j'avais fait exprès de le mettre à l'autre bout de la classe. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais au début, c'est intéressant quand même. Parce que tout le temps de trajet est intéressant. Parce que pendant tout ce temps de trajet, ils doivent faire attention à ne pas se tacher. Parce qu'en avançant avec la feuille, si la peinture est contre eux, avec l'air, ça va les tacher. Pas se tacher. Ne pas tacher les copains qui sont sur le trajet. Ça va demander du coup de se contrôler, de se déplacer, de se tourner, de lever peut-être un peu la feuille. Ça. Et ensuite, de retourner face au chevalet. Et là, le vrai travail commence.
soit il veut refaire, donc il recommence, soit il a terminé, et à un moment donné ça va arriver, il aura terminé, eh bien l'enfant va devoir nettoyer. Et là, on avait une petite éponge à disposition à côté du chevalet, et ils allaient mouiller l'éponge à l'évier, la presser, la rendre humide, nettoyer l'évier qui était loin aussi du chevalet. J'avais fait exprès, hein. Même si après, ça fait quand même beaucoup d'aller-retour, donc une fois que l'autonomie était installée, j'avais mis les choses les unes à côté des autres. Mais au début, c'est intéressant, je pense, d'éloigner les choses, dans l'objectif de solliciter les fonctions exécutives. Donc l'évier était loin, ils allaient jusqu'à l'évier avec leur éponge, ils revenaient avec l'éponge humide, ils nettoient le tableau. Évidemment, ce n'est pas du premier coup que le tableau sera propre, donc ils retournent avec leur éponge bleue, par exemple, parce qu'il y a de la peinture bleue, sans tacher qui que ce soit. Ils continuent, ils font plusieurs allers-retours comme ça. Tout doit être propre par terre pendant ce temps-là. Et tout ça, ça s'apprend, hein. On les aide. Au début, on est beaucoup avec eux, hein. Mais c'est le travail qu'il y a à faire. Ce n'est pas une perte de temps. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont, admettons que le chevalet soit propre, ils vont à l'évier. Et enfin là, ils rincent leur éponge, parce que l'éponge doit être propre quand il la dépose sur le chevalet. Ils rincent l'éponge et s'assurent que l'évier est propre. Et s'il ne l'est pas, alors avec leur petite éponge, ils nettoient l'évier. Ils rincent à nouveau l'éponge et ils vont la remettre sur le chevalet. Et s'il y a besoin de nettoyer au sol quelque chose, ils le font. Ils avaient un petit seau avec une petite serpillière. Et le jour où un enfant réussit à faire toute cette succession d'étapes et à laisser le chevalet dans l'état dans lequel il l'a trouvé normalement, c'est-à-dire nickel, il pourra apprendre ce qu'il voudra. On peut lui présenter les leçons des lettres, les mathématiques, la géographie, il pourra le faire. Il aura les ressources pour le faire. Il sera capable d'attention, de planification, de flexibilité, de mémorisation. Il pourra le faire. S'il ne le fait pas, il y a peut-être autre chose à travailler. Mais en tout cas, il a les ressources cognitives pour le faire. Donc, cette petite fille, peinture, elle aidait les petits, beaucoup d'activités pratiques, mais attention, pas des petites activités pratiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait un snack. On préparait des salades de fruits. Donc, il y avait aussi après à laver la vaisselle. Je la mettais plus en charge que les autres de ces activités-là. Et arrive un moment donné, parce qu'elle était vraiment assez en retard. Quand je dis en retard, ça peut être, je ne sais pas si on peut... Si par rapport à ce dont elle était capable, elle était en retard par rapport à elle-même. Et elle n'était pas au bon endroit. Mais il se trouve que les autres avaient avancé. On était déjà à 6 mois de l'expérience. Et les enfants de son âge, qui avaient 4 ans et demi, certains étaient déjà entrés dans la lecture, et bien entrés dans la lecture. Certains lisaient déjà des petits albums d'enfants, avec des paragraphes, hein, pas des petites phrases. Et elle voulait faire, notamment comme une de ses copines, de ses amies, qui lisait déjà très bien. Elle me dit, je veux lire comme Shaima. Et auparavant, quand j'essayais de lui donner le son des lettres, elle ne les retenait pas. Et donc on était peut-être en mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, ok, on va réessayer. Donc je réessaye avec elle les lettres. Et là, ça passe mieux. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça passe mieux. Je lui dis, écoute, ce que tu peux faire, c'est que maintenant que je t'ai présenté les lettres, eh bien, tu peux aller avec Shaima, si elle accepte de te les montrer, eh bien, vous pouvez vous amuser ensemble. Elle te montrera les lettres. Et je me disais, parce que si ces fonctions exécutives sont en place, elle va y arriver. Si elles ne le sont pas, eh bien, c'est que ce n'est pas le moment, et je le verrai parce qu'elle aura du mal à retenir ce que son ami va lui transmettre. Eh bien, ça n'a pas loupé. Au bout d'une semaine, elle est entrée dans la lecture. Et ce qui est absolument incroyable, enfin pour moi, hein, en tout cas, je ne m'attendais quand même pas à ça, c'est qu'à la fin de l'année suivante, donc de sa grande section, de sa 3e maternelle, tous les enfants qui sortaient de la 3e maternelle pour entrer au CP, on leur a fait passer des tests de lecture et de compréhension de lecture. Pour voir, parce qu'ils lisaient tous, et quand même, je voulais avoir des mesures objectives de cela. Et donc, ils ont passé ces tests, mais ils étaient tous, elle y compris, tellement avancés qu'ils n'ont pas pu passer les tests de leur âge. Parce que déjà, à leur âge, les enfants ne lisent pas forcément, mais ils n'ont même pas pu passer les tests de CP.
c'était trop avancé, ça ne faisait aucun sens de leur faire passer. Donc les psychologues qui ont fait passer ces tests ont fait passer des tests de 3e primaire, CE2, CP, C1, CE2. Et eh bien, ces enfants, elle y compris, plafonnaient au meilleur score des enfants de 3e primaire. En lecture et, je le tiens à le dire, en compréhension de lecture. Donc voilà. Comme dit Adele Diamond, qui est une des spécialistes internationales des fonctions exécutives, elle dit, si vous voulez transmettre les fondamentaux, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se focaliser sur les fondamentaux. Et c'est là où j'apporte la nuance quand même, dont je vous parlais au départ. Je pense quand même qu'il est important quand on fait ce travail-là avec les enfants sur les fonctions exécutives, c'est quand même important que, parce qu'ils sont encore dans une période plastique forte, que dans l'environnement, même si eux ne sont pas sur ces activités-là engagés, eh bien, c'est quand même important que ça circule dans la classe, qu'il y ait quand même avec d'autres enfants qui sont en train de faire des mathématiques, du langage, de la lecture, de la géographie, de la géométrie. Il faut que ce soit quand même autour, il faut qu'ils soient dans ce bain-là. Donc, quand vous allez démarrer, pensez aussi à cela. Même si on installe les fonctions exécutives et qu'on va se concentrer là-dessus, il faut avoir une toute petite partie de son attention qui pense quand même à ce qu'il y ait une richesse quand même dans cet environnement-là. Parce qu'ils sont dans une plasticité cérébrale, ils ont besoin de se nourrir, leur cerveau est très plastique, ils ont besoin de se nourrir, d'avoir des entrées sensorielles riches quand même. Même si à ce moment-là, ils ne peuvent pas en faire l'expérience et les intérioriser. Une autre chose qui a été montrée comme aidant le développement des fonctions exécutives, c'est de reconnaître l'effort, la persévérance des enfants, leur flexibilité, plutôt que de dire « Oh, qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait ?» qui peut être très pervers, parce que c'est gentil quand on dit ça, mais ça peut être très pervers, parce qu'on peut faire passer l'enfant d'une motivation endogène à exogène. On peut lui dire la même chose avec la même énergie en disant simplement d'abord, je vois, pour les encourager, je vois que tu es content de toi et ça me fait plaisir de te voir content de toi. Et je vois que tu as fait des efforts parce qu'au début, j'ai bien vu que c'était compliqué, mais là, regarde, tu as réussi. Tu as été persévérant, vraiment, je te félicite. Mais on le félicite pour sa persévérance. On encourage ses fonctions exécutives. On félicite la flexibilité. Tu t'es trompé et je vois que tu as quand même réussi. Tu as trouvé une autre façon d'y arriver. C'est formidable ça. Et tu te rends compte, ça veut dire que quoi que tu veuilles faire, tu pourras le faire. Ce sera juste une question de temps. Et donc le langage. Ça, je ne vais pas en parler longtemps, on s'est déjà dit beaucoup hier. Mais le fait qu'un enfant réussisse et qu'on l'accompagne, ça ne naît pas du jour au lendemain. Un enfant qui parle bien est un enfant qui a été accompagné pour parler bien. Il n'est pas juste un bon parleur. Il n'est pas né bon parleur. Donc, un enfant qu'on soutient pour qu'il puisse développer, un enfant à qui on permet de développer un bon niveau de langage, qui arrive à s'exprimer à l'oral, à faire comprendre ce qu'il a à dire, eh bien, c'est un enfant qui développe en même temps de bonnes fonctions exécutives. Pourquoi ? Parce que quand un tout petit essaie de dire à 3-4 ans, on va dire 3 ans, quand ils essaient de nous faire passer un message, ils viennent de vivre une grande aventure dans la cour de récréation. Ils arrivent là, ils déboulent vers nous, et ils veulent tout nous raconter, et c'est tout dans le désordre. Et là, c'est encore un grand moment de travail avec eux. Parfait, il faut l'accueillir, ce n'est pas une perte de temps. Si on peut, bien sûr. Et là, on va l'aider. Ok, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte-moi. Et là, il va devoir donc faire preuve mémoire de travail. Retenir tout ce qu'il a à dire et organiser dans le bon sens, s'il vous plaît. Sinon, on ne comprend pas. Donc ça, on va l'aider. Mais avant, il t'est peut-être arrivé quelque chose d'autre. Ah, d'accord. Et on aide à organiser ça dans le bon sens. Donc, mémoire de travail. Contrôle inhibiteur. Parce que
pendant qu'il parle, il doit gérer sa frustration. Quand il est en train de mémoriser ou quand on lui pose une question, il doit gérer sa frustration. Contrôle inhibiteur. Et aussi flexibilité. Parce que quand il nous voit faire des gros yeux comme ça, il se dit « Ok, là, le message n'est pas passé. La personne adulte que j'ai en face de moi ne comprend pas ce que j'essaie de lui dire. Et donc, il faut réajuster. » Et nous, on l'aide. Non, effectivement, je n'ai pas compris, mais je suis là. Tu voulais peut-être dire ça et l'aider, voilà, apporter un étayage. Et du coup, encore une situation très puissante pour développer les fonctions exécutives. Dans cette étude-là, on s'est posé la question du lien entre les capacités de langage d'une part et les symptômes d'inattention hyperactivité. Donc on ne parle pas de TDAH comme catégorie diagnostique, mais chez tous les enfants, on peut mesurer plus ou moins de symptômes d'inattention, plus ou moins de symptômes d'hyperactivité. Et on sait qu'il y a un lien entre les deux. Mais ayant observé cette association, on peut quand même se poser la question du lien de causalité entre les deux. Est-ce que ce sont les enfants qui sont inattentifs ou hyperactifs qui vont moins bien développer leur langage par la suite, parce que comme ils ne sont pas attentifs quand on leur parle, bah évidemment, ils ont moins de réception de l'input langagier. Ça serait une possibilité. On pourrait penser qu'il y a un lien de causalité dans l'autre sens, que ce sont les enfants qui ont des difficultés de langage, qui ont plus de mal à réguler leur propre comportement par le langage et qui vont peut-être plus développer des symptômes d'inattention, d'hyperactivité. Donc vous voyez, on peut faire des hypothèses potentiellement dans toutes les directions. On voit qu'il y a un lien statistique, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et donc ce qu'on a fait dans cette cohorte EDEN, qui est une cohorte française de l'INSERM, sur à peu près 1400 enfants, c'est que comme on avait des mesures de langage aux 2 temps, à 3 ans et à 5 ans et demi, et aussi des mesures d'inattention et hyperactivité aux 2 temps, eh bien, on peut reconstruire par un modèle statistique, justement, on peut tester ces relations longitudinales. Évidemment, le meilleur prédicteur du langage à 5 ans et demi, c'est le langage à 3 ans. Et le meilleur prédicteur de l'inattention hyperactivité à 5 ans et demi, c'est l'inattention hyperactivité à 3 ans. De manière générale, chaque fonction se prédit elle-même le mieux possible, mais pas totalement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé plus précisément ces liens. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas trouvé de lien entre l'inattention hyperactivité précoce et le langage ultérieur. En revanche, on a trouvé un lien statistiquement significatif entre le langage antérieur et les symptômes d'inattention hyperactivité 2 ans et demi plus tard. Okay, ce qui montre que ce qui répond à la question initiale d'une certaine manière, qui était quelle était la direction de la causalité entre les deux fonctions. Eh bien, si quelque chose, c'est plutôt du langage vers les symptômes d'inattention hyperactivité. Et donc, il y a potentiellement plusieurs explications pour ça. Probablement la meilleure explication, c'est que les capacités de langage sont un outil dont dispose l'enfant pour se réguler lui-même, pour se réguler son comportement, pour se dire « Ah, là, je m'éparpille, je reviens sur ma tâche. Qu'est-ce que c'était ma tâche déjà ?» Et on se parle comme ça et on se recentre sur sa tâche. Ou pour se dire ça y est, là, je suis en train de partir, il faut que je revienne sur ma chaise, etc. Donc, vous voyez, le langage est un outil pour réguler le comportement et les enfants qui ont des difficultés de langage sont un peu plus à risque de développer des symptômes d'inattention hyperactivité. Donc, vous voyez, deuxième point qui montre que le langage est crucial dès ces étapes précoces.